La République des valeurs vous offre Prépa-Bac 2020. Bonjour à tous les élèves, aux parents certainement et à toute personne qui suivent les cours que nous déroulons ici dans le cadre de l'accompagnement des élèves dans les différents programmes, n'est-ce pas? Nous allons faire aujourd'hui une leçon intitulée l'épistémologie, qui est le troisième domaine du programme, parce que le programme de philosophie est composé de 4 grands domaines. En fait, c'est des parties. Il y a la réflexion philosophique, il y a la vie sociale, l'épistémologie et enfin l'esthétique. Cette leçon-là maintenant, à chaque fois que je la déroule, je fais une précision, surtout à l'endroit des élèves de terminale L, parce que beaucoup ont tendance à penser que puisque l'on parle de science, comme nous le verrons tout à l'heure, avec l'épistémologie, beaucoup pensent que cette leçon concerne plus les terminales scientifiques que les terminales L. Or, tel n'est pas forcément le cas, parce que il y a beaucoup de sujets au bac qui sortent, n'est-ce pas, sur l'épistémologie en terminale L. Ça, c'est la première raison pour laquelle les terminales L ne devraient pas se désintéresser de cette leçon-là. Deuxième raison, qui est épistémologique, on ne peut pas être un scientifique, un intellectuel, je veux dire, si on n'est pas quelque part au fait de l'actualité scientifique. Donc, si je pouvais m'exprimer ainsi, je dirais qu'un intellectuel ne devrait pas, n'est-ce pas, ignorer l'actualité scientifique, d'autant plus que notre vie d'aujourd'hui, la modernité, et même la postmodernité, n'est-ce pas, dépendent considérablement, n'est-ce pas, des sciences, de la technologie. Maintenant, quel est l'objectif général de cette leçon? Je rappelle que à côté de l'objectif général de la leçon, il y a des objectifs spécifiques. On ne peut pas tous les mettre au tableau. C'est pourquoi j'ai choisi de mettre uniquement l'objectif général de la leçon et il nous permettra de savoir qu'est-ce qu'il faut s'attendre, n'est-ce pas, dans le déroulement de cette leçon. Que dit cet objectif général? Il dit la chose suivante: les élèves seront capables d'identifier et d'expliciter les normes et les démarches propres à l'activité scientifique. Identifier, d'expliciter les normes et les démarches propres. Ici, le mot propre est très important parce qu'il s'agit effectivement de voir qu'est-ce qui caractérise la pensée scientifique, qu'est-ce qui différencie la pensée scientifique des autres modes de pensée, n'est-ce pas? Pourquoi on a utilisé les verbes identifier et expliciter? Il y a une identité de la pensée scientifique qui fait que n'importe quelle pensée ne peut pas être considérée comme une pensée scientifique. Donc l'objectif est de permettre aux élèves de savoir quand est-ce que l'on peut parler d'une pensée scientifique, quand est-ce qu'une théorie peut être qualifiée de scientifique, quand est-ce qu'une explication peut être considérée comme scientifique, quand est-ce qu'un raisonnement peut être considéré comme étant un raisonnement scientifique. Et l'objectif est explicité de la manière suivante: les élèves saisiront les différentes évolutions ainsi que les interférences de l'activité scientifique avec les autres modes de pensée et d'agir. Là, il s'agit de revenir
sur l'histoire de la science, ou bien des sciences, comment les sciences ont évolué, comment elles sont nées, comment elles ont évolué et quels sont également leurs rapports avec les autres modes de pensée, comme la magie, comme le mythe, comme la religion, n'est-ce pas, qui sont des modes de pensée, mais qui ne sont pas en réalité des modes de pensée scientifiques. Voilà l'objectif, n'est-ce pas, fixé à cette leçon. Quel est le plan de la leçon? En grand terme, nous allons voir d'abord la définition du concept d'épistémologie. C'est quoi l'épistémologie? Et ça, c'est fréquent en philosophie. Il faut toujours s'entendre sur les termes. Même les philosophes, quand ils écrivent, il y a toujours des précisions qu'ils apportent sur les termes, sur les concepts, sur les sens des mots qu'ils utilisent. Donc, nous verrons la définition de l'épistémologie et également la problématique de la leçon. Comme je l'avais dit la dernière fois, chaque leçon pose une problématique bien précise à laquelle elle essaie d'apporter une réponse. En grandeur, nous aborderons la naissance de la science, comme je l'ai dit tout à l'heure. La science comme la philosophie n'ont pas toujours existé. L'homme a vécu pendant longtemps avant de connaître, d'inventer la science. Donc, nous verrons en petit 1 les premières approches du réel. Avant la science, qu'est-ce qu'il y avait comme moyen d'explication du réel des choses? En petit 2, nous verrons maintenant la science en tant que telle, c'est quoi? Comment on peut la définir et quels sont les critères, n'est-ce pas, qui régissent, n'est-ce pas, la théorie scientifique. Et en petit 3, nous reviendrons sur ce concept qu'on appelle les obstacles épistémologiques. Et quand on parle des obstacles épistémologiques, on pense naturellement à ce grand épistémologue, philosophe scientifique, Gaston Bachelard. En grand 3, il s'agira de parler des épistémologies régionales. Quand on dit épistémologie régionale, il s'agit de spécifier l'épistémologie en fonction des différentes sciences. N'est-ce pas? Parce que les sciences, n'est-ce pas, sont différentes les unes les autres. Et on divise en 3 parties essentiellement les différentes sciences. Il y a ce qu'on appelle les sciences formelles, qu'on appelle également des sciences logico-formelles, en l'occurrence la logique et les mathématiques. Il y a en petit 2 les sciences expérimentales, nous y reviendrons également, et en petit 3 les sciences humaines. Dans chacune de ces sciences-là, comment se pose la problématique épistémologique? Et en dernier lieu, nous verrons le problème de la vérité, voilà, qui est également un problème éminemment épistémologique. Voilà le plan que nous allons essayer de suivre dans cette leçon. Si nous parvenons à le boucler d'ici la fin, c'est bon. Au cas contraire, nous ferons un autre cours pour compléter la leçon. Nous allons commencer par, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la définition du concept d'épistémologie. Si je mets ici épistémologie, comme la plupart des mots français, n'est-ce pas, l'épistémologie a une origine latine ou bien une origine grecque. Donc le mot français épistémologie vient de 2 mots grecs, épisteme, qui signifie savoir,
logos, qui signifie étude, discours, et parfois même raison. Donc ça, on est dans le grec. Si on rassemble les deux sens, l'épistémologie va être, et c'est ça la première définition de l'épistémologie, une partie, n'est-ce pas, de la philosophie qui étudie, réfléchit sur le savoir, sur les sciences. Voilà une définition étymologique du mot épistémologie, parce que l'épistémologie est une branche de la philosophie. Comme la métaphysique est une branche de la philosophie, comme l'axiologie est une branche de la philosophie, et ainsi de suite. Maintenant, cette branche de la philosophie a une spécificité, elle s'intéresse, n'est-ce pas, au savoir. Quoi, à la fin de la leçon, nous reviendrons sur la problématique de la vérité, sur les sciences de manière générale. Maintenant, il y a ici une équivoque qu'il faut lever tout de suite quand on donne cette définition, parce que beaucoup de personnes, je ne dirais même pas d'élèves, dès que vous dites épistémologie, ils ont tendance à ne voir que le côté moral. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit appliquer dans les résultats de la science, les découvertes de la science, et qu'est-ce qu'on ne doit pas appliquer pour le bien de l'homme. Ça, nous y reviendrons, c'est le côté éthique, moral de l'épistémologie. Mais l'épistémologie n'a pas pour finalité forcément cela. Parce que quand nous disons que l'épistémologie étudie et réfléchit sur le savoir, sur les sciences, ce n'est pas seulement un rôle d'alerte, de sentinelle que l'épistémologie se donne à jouer. Mais l'épistémologie veut accompagner les hommes de science pour leur permettre de mieux réussir leur mission. Si je devais, entre les deux, le côté moral, éthique, et ce côté-là dont je viens de parler, je dirais que l'épistémologie vise plus essentiellement à détecter les obstacles qui se dressent devant l'homme de science et qui l'empêchent, n'est-ce pas, de parvenir à ces résultats. Quoi, on peut préciser cette définition en disant que l'épistémologie réfléchit sur les principes, les démarches et les résultats de la science. Et là, nous sommes plus précis encore, parce que l'épistémologue vise à interroger les principes. Quand nous disons principe, c'est ce sur quoi se base une théorie scientifique, une science, pour faire ses démonstrations
pour faire ces raisonnements afin de parvenir à ces résultats. Les principes de base, comme on dit. Les démarches, il s'agit des méthodes. Parce que, comme nous le verrons également plus loin, la science également a sa propre méthode. Les sciences ont leur propre méthode. Il n'y a pas de science s'il n'y a pas de méthode. Et en troisième lieu, nous verrons les résultats de la science. Et quand nous parlons des résultats de la science, comme je l'ai dit ici, il ne s'agit pas de voir seulement les répercussions des résultats de la science dans la vie courante de l'homme, en termes de bienfaits ou de méfaits, mais surtout de voir si les résultats de la science sont en conformité, sont en adéquation avec les principes de départ. Ça aussi, c'est un grand rôle, le rôle principal que joue l'épistémologie pour les sciences. Voilà déjà une définition que vous pouvez donner, les élèves, si vous aviez à définir l'épistémologie. Ceci signifie quoi? Qu'il y a une distinction à faire entre l'épistémologie et la science en tant que telle. L'épistémologie, comme je l'ai dit tout à l'heure, en me basant sur l'étymologie, est une réflexion sur les sciences. Autrement dit, on peut être un épistémologue sans pour autant être un scientifique. Il y a de grands épistémologues qui n'ont pas comme métier, qui n'ont pas comme spécialité aucune science. Ils peuvent être même des littéraires. Parce que l'épistémologue, lui, c'est comme le rapport entre l'esthéticien et l'artiste. Quelqu'un peut être un esthéticien sans pour autant être un artiste. Ici aussi, on peut très bien être un épistémologue, un très bon épistémologue, sans pour autant être forcément un homme de science. Maintenant, il peut arriver, et c'est arrivé plusieurs fois, que l'homme de science soit en même temps un épistémologue. J'ai donné tout à l'heure le cas de Gaston Bachelard, qu'on cite très souvent en classe de terminale. La science, par contre, c'est un domaine du savoir avec ses propres critères qui cherche à comprendre les choses. Donc, c'est elle qui offre de la matière à l'épistémologue. Donc, l'épistémologue peut ne pas être un homme de science, mais un homme de science aussi peut ne pas être un épistémologue. C'est très important de distinguer cela, parce que quand nous titrons la leçon l'épistémologie, nous allons parler de la science, et si nous ne faisons pas cette distinction entre les deux, on pourrait penser que l'épistémologie et la science sont une et même chose. Alors que l'épistémologie, c'est un recul par rapport à la science, c'est une réflexion critique qui porte sur la science, c'est une théorisation sur la science, mais n'est pas forcément une pratique quotidienne de la science. Voilà les distinctions conceptuelles qu'il fallait faire pour entamer la leçon. L'autre question que nous devons aborder, c'est pourquoi le philosophe a tendance à réfléchir sur les sciences. On pourrait même aller plus loin en se demandant, est-ce que la science a besoin de la philosophie, de cette réflexion de la philosophie? Nous verrons que, absolument.
La preuve, la plupart des grands scientifiques sont en même temps des épistémologues. Quelle est la première raison que nous pouvons avancer pour justifier la réflexion de la philosophie sur la science? C'est que quand nous avions défini la philosophie comme totalité du savoir, dans la mesure du possible avec Aristote, parce que parmi les définitions connues, plus connues de la philosophie, il y a cette définition aristotélicienne de la science, je veux dire, de la philosophie, qui dit que la philosophie, c'est un savoir total. Bien sûr, il ajoute dans la mesure du possible. Et puisque la philosophie est un savoir total, autrement dit, un savoir encyclopédique qui porte sur tout, et ça c'est une première différence fondamentale de la philosophie par rapport aux sciences déjà, on a là une première justification. La philosophie ne peut pas réfléchir sur tout sans réfléchir sur la science. Voilà, de façon pratique, une première raison qu'on peut avancer pour justifier la réflexion philosophique sur la science ou les sciences. Deuxième raison que nous pouvons évoquer, c'est que la science pose souvent des problèmes auxquels elle n'a pas toujours les solutions. Il arrive que la science crée même un problème qu'elle ne peut pas résoudre. Je donne un exemple pour aller vite. La science donne les moyens de faire un avortement, les IVG. Une femme qui veut arrêter sa grossesse peut le faire de manière sûre s'il a affaire à un spécialiste, parce que la science maîtrise ce domaine-là. Mais le problème épistémologique qui peut se poser, c'est quand est-ce que celui qui va procéder à l'avortement doit le faire. À quel moment de l'évolution du fœtus ou bien de l'embryon? À quel moment on peut dire que si on arrête la grossesse ici, il n'y aura pas meurtre, il n'y aura pas assassinat? Parce que la science, autant donne les moyens pour arrêter une grossesse, autant elle ne peut pas nous dire à quel moment un être humain commence à exister. Contrairement à ce que l'on pense, toute fécondation ne débouche pas forcément sur un être humain. Et ça, les scientifiques n'ont pas les moyens techniques, le savoir pour le déterminer de façon claire. C'est pourquoi dans beaucoup de pays, il y a maintenant ce que l'on appelle les CCNE, les comités consultatifs nationaux d'éthique. Donc, comité consultatif d'éthique, dans lequel il y a des religieux, il y a des philosophes, il y a des membres d'obédience diverses. Pour faire quoi? Pour donner des avis sur les impasses de la science, sur des questions que la science n'a pas les moyens de trancher. Et ces comités sont disséminés dans le monde. Beaucoup de pays se sont dotés de ce genre de comités. Parce que comme je l'ai dit, il arrive très souvent que la science donne des moyens à l'homme, mais n'a pas le savoir pour l'accompagner jusqu'au bout. C'est pourquoi cette partie de l'épistémologie, d'ailleurs, on l'appelle la bioéthique, qui est aujourd'hui très développée. Donc, la bioéthique
qui est une réflexion critique sur les recherches, n'est-ce pas, biomédicales. Voilà. Et il y a une grande production qui porte sur cette bioéthique. Peut-être nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc, si je récapitule, je dirais que les deux raisons fondamentales que nous pouvons avancer pour justifier la réflexion épistémologique sur la science ou les sciences, c'est d'une part parce que la philosophie est un savoir total, encyclopédique. C'est la seule discipline qui ne se fixe pas de cloison, qui ne se fixe pas de limite. Le philosophe est intéressé par tous les domaines du savoir. Quoi, Aristote, comme je l'ai dit, considère que l'une des meilleures définitions de la philosophie consiste à dire que la philosophie est un savoir total. Deuxième raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, il arrive que la science découvre quelque chose, donne des moyens à l'homme, mais ne peut pas résoudre d'autres problèmes créés par cette solution ou bien ces solutions. Et on sollicite à ce niveau-là également la réflexion de l'épistémologue pour essayer de l'aider, d'aider l'homme de science, d'aider la société, n'est-ce pas, à trancher ces genres de dilemmes. Voilà ce que nous pouvions dire sur la définition du concept. Et la problématique, c'est quoi maintenant? Quel rôle l'épistémologie peut jouer pour la science? Qu'est-ce que l'épistémologie peut servir à la pratique scientifique? En quoi l'épistémologie est utile pour la démarche scientifique? Qu'est-ce qui permet de distinguer une pensée scientifique d'une pensée non scientifique? Qu'est-ce qui permet de différencier une vérité scientifique d'une vérité non scientifique? Alors, comme stipulé, décliné dans le plan qui est là. Une fois cela dit, nous allons maintenant attaquer la deuxième grande partie de cette leçon, intitulée La naissance de la science. Cette science-là dont nous parlons, comment elle a fait pour naître? Il y a ici un rappel à faire parce que les leçons du programme sont très liées les unes les autres. Pourquoi? Si on ne comprend pas une leçon, ça peut constituer un obstacle pour la compréhension d'une autre leçon. Pourquoi je le dis? Parce que si nous mettons en petit 1 les premières approches du réel, c'est une partie que nous avions vue déjà dans la première partie du programme, le domaine 1, la réflexion philosophique. Parce que ce qu'il faut dire ici, quand on parle des premières approches du réel, c'est quoi les premières approches du réel? C'est l'ensemble des savoirs que les hommes utilisaient avant l'invention, la création de la science. Autrement dit, comment se débrouiller les premiers hommes pour répondre aux questions qu'ils se posaient. Parce que la dernière fois, nous l'avions dit ici, ce qui fait la particularité de l'homme, c'est un être qui se pose des questions parce qu'il est doté de raison. Parce que nous sommes dotés de raison, parce que nous sommes dotés de pensée, nous ne nous cessons pas de nous poser des questions. Nous ne cessons pas de poser des questions sur nous-mêmes,
sur le monde. Et les hommes n'ont pas attendu l'arrivée de la philosophie, l'arrivée de la science et même l'arrivée des religions monothéistes actuelles pour donner des réponses à leurs questions. Ce sont ces premiers savoirs sur lesquels se basaient les premiers hommes que l'on appelle les premières approches du réel. Et les deux savoirs dont nous parlons régulièrement dans le programme de philosophie, c'est le savoir mythique avec son corollaire, la magie. Il y a certains qui ajoutent les contes, même les légendes. Mais nous, ce sont les mythes et la magie qui nous intéressent. Parce qu'avant l'arrivée de la science, et quand nous disons avant l'arrivée de la science, nous devons dire avant l'arrivée de la philosophie. Parce que la philosophie et la science sont nées de manière conjointe, sont nées de manière simultanée. Les premiers scientifiques ont été également les premiers philosophes. La preuve, quand on parle des premiers scientifiques, souvent les noms qui sont donnés sont les Thalès. Voilà. Les présocratiques de manière générale. Et ces mêmes noms sont les noms qui sont cités quand nous parlons du point de départ de la philosophie. Nous verrons maintenant à quel moment de l'histoire il y aura une séparation entre le philosophe et le scientifique, entre la philosophie et la science. Mais retenons ici qu'avant l'arrivée de la philosophie et de la science, il y avait des savoirs qui étaient utilisés par les premiers hommes, en l'occurrence le mythe et la magie. Le mythe, on en a déjà parlé dans la première leçon faite ici. On peut simplement faire un rappel. Nous avions dit que le mythe est une histoire sacrée, en prenant la définition de Mircea Eliade, dont l'objectif est de déterminer l'origine de toute chose. Sauf que, comme nous l'avions montré, le mythe n'est pas une théorie, c'est une histoire qu'on raconte, qu'on racontait et qu'on se transmettait de génération en génération. Et pourquoi les premiers scientifiques, les premiers philosophes vont abandonner les mythes? Parce que le mythe ne pose pas la preuve comme une exigence. Comme la religion, c'est pourquoi les mythes faisaient également office de religion, le mythe demandait à être cru et non pas à être compris. Pour adhérer à un mythe, on n'a pas forcément besoin d'avoir des preuves de ce que l'on raconte. Soit vous y croyez, soit vous n'y croyez pas. Dans la mesure où vous faites partie de la communauté, on ne vous laisse pas le choix de ne pas croire au mythe. Parce que le mythe est fondateur de la vie en communauté. Et c'est à partir de ce savoir mythique, généralement, que maintenant, la magie joue le rôle de ce que la technique va jouer pour la science. Parce que la magie, elle, est un savoir, mais un savoir orienté vers le côté pratique. Comment matérialiser ce savoir-là mythique, ésotérique, caché, parce que c'est ça que le magicien pose. Il considère qu'il est en possession de ce que l'on appelle des savoirs ésotériques, parce qu'il faut toujours faire la différence entre des savoirs ésotériques et des savoirs exotériques. Qu'est-ce qu'un savoir ésotérique? C'est un savoir caché auquel tout le monde n'a pas forcément accès.
pourquoi, même dans l'Afrique traditionnelle, seuls les initiés avaient accès à ce savoir-là. Donc, le savoir n'était pas un savoir démocratisé comme il va l'être avec les premiers Grecs de l'Antiquité. C'est de cette façon qu'on explique pourquoi l'Égypte n'a pas pu faire disséminer son savoir dans le reste de l'Afrique. Parce que le savoir égyptien est un savoir gardé, caché, n'est-ce pas, qui n'était pas mis à la disposition de tout le monde. Un savoir exotérique maintenant, c'est un savoir ordinaire auquel tout le monde peut avoir accès. C'est ça la différence fondamentale. Et le mythe est du côté du savoir ésotérique. Et le magicien a un savoir ésotérique parce que c'est ce savoir-là mystique, mystérieux, qu'il prétend détenir pour changer l'ordre des choses. Et ici, il faut faire la différence entre le magicien en tant que détenteur de savoir mystique, en tant que prétentieux de détenir un savoir mystique, et le magicien qui fait des représentations, comme dans les télévisions ou bien dans les spectacles. Ça, c'est la magie comme jeu. Donc, nous ne parlons pas ici de la magie comme jeu, comme ça se fait dans les télévisions ou bien dans les salles de spectacle. Ici, nous parlons de la magie en tant que savoir ésotérique, mystique, mystérieux, que le magicien prétend détenir et qui lui permettrait, s'il le voulait, de changer ce qui va se produire dans la vie de quelqu'un. Sauf que c'est ça qui gênait les premiers scientifiques, comme les premiers philosophes. Ce savoir-là n'était pas vérifiable. Le magicien, vous ne pouvez pas lui demander de vous donner vos preuves. Soit vous croyez à ce qu'il vous dit, à ce qu'il fait, ou bien vous n'y croyez pas. C'est pourquoi, pour que la science naisse, il a fallu que la science prenne ses distances avec les mythes et la magie. Parce que ce sont deux savoirs irrationnels qui ne se basent pas sur la raison. Et un savoir qui ne se base pas sur la raison ne peut pas produire des preuves. Or, qui dit science dit cette volonté de mettre en avant les preuves. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Que pour que la science puisse naître, il a fallu qu'elle rompe, comme nous l'avions dit pour la philosophie, avec les premières approches du réel. Et j'avais donné un exemple la dernière fois, même si c'est un exemple discutable, parce qu'il y a certains qui n'hésitent pas à qualifier les religions monothéistes de mythes à leur manière, mais sur ça, bien entendu, les religions monothéistes ne sont pas toujours d'accord. Mais j'avais dit ici qu'un homme de science ne peut pas, en expliquant l'origine de l'homme, parler d'Adam et Ève. Parce que si on lui demandait quelles sont vos preuves, il ne pourrait pas les produire. C'est pourquoi la pensée qui est scientifique, la théorie qui est scientifique, parle plutôt de l'évolutionnisme. Voilà. Donc voilà un exemple évoqué la dernière fois qui montre que pour que la science puisse naître, il faut qu'elle rompe avec les premières approches du réel, en l'occurrence les mythes et la magie. Autre élément, cette rupture entre la science et les premières approches du réel a été effectuée conjointement avec la philosophie. Ça aussi, c'est important de le retenir en tête. C'est ce qui nous permet maintenant de dire que si nous devions donner les trois éléments fondamentaux qui font une science, nous dirions que pour qu'il y ait une science, il faut trois éléments. Il faut un objet, il faut
une méthode, n'est-ce pas? Et il faut également des résultats. Nous avons dit tout à l'heure que la philosophie n'avait pas un objet, mais elle avait des objets. Pourquoi autant la philosophie et la science ont rompu avec les mythes et la magie, autant les sciences vont rompre avec la philosophie. Et ça, à partir du XVIIe siècle. Avec l'arrivée de Galilée. Quoi, on considère Galilée à juste titre comme le père de la science moderne, comme Descartes l'est pour la philosophie moderne. Parce que c'est à partir de Galilée que la science maintenant définit ses propres critères. Lesquels, je dis déjà, que désormais, pour qu'on puisse parler d'une science, il faut un objet qui lui est propre. Le géologue, son objet, c'est la roche. L'astronome, les astres. L'ophtalmologue, les yeux. Oui, mais un ophtalmologue ne peut pas être en même temps un géologue. Il pourrait, si on faisait les efforts nécessaires. Mais il n'est pas obligé, pour être un bon ophtalmologue, de connaître ce qui se fait dans le domaine des roches. Donc, les sciences sont cloisonnées. Aristote dirait, c'est pourquoi chez Aristote, il y a deux types de savoir. Pour la philosophie, il y a la philosophie première, n'est-ce pas? Qui est cette philosophie qui porte surtout sur la totalité de l'être en tant qu'être. Et maintenant, il y a la philosophie seconde, qui porte sur les sciences. C'est pourquoi Aristote parle de sciences parcellaires. Les sciences parcellaires. Dans parcellaire, on a le mot parcelle. Autrement dit, si on avait ici la totalité du réel, chaque science découpe, comme il le dit lui-même, une partie de l'être et s'y concentre. Comme je l'ai dit, le géologue découpe, s'intéresse aux roches, l'ophtalmologue qu'aux yeux, n'est-ce pas, l'astronome qu'aux astres, etc., etc. Mais la philosophie, elle, s'intéresse à la fois à la totalité de l'être. C'est pourquoi on ne peut pas dire que la philosophie a un objet. Donc la particularité de la science, pour qu'on puisse parler de science, il faut un objet. Mais il faut également une méthode. Et Galilée, pourquoi je disais tout à l'heure qu'on le considère comme le père de la science moderne, il va dire désormais les deux critères que doivent remplir les sciences pour être considérées comme telles. Le premier critère, n'est-ce pas, c'est l'expérimentation. Pour qu'une théorie soit considérée comme scientifique, il faut qu'elle soit en mesure d'être expérimentée. Deuxième critère, la démonstration mathématique. La démonstration mathématique. Donc, voilà les deux critères phares mis en avant par Galilée pour dire que désormais, pour qu'une théorie soit qualifiable de scientifique, il faut qu'elle soit expérimentale, mais aussi il faut qu'elle soit démontrable mathématiquement. C'est pourquoi d'ailleurs on le considère aussi comme ayant introduit radicalement les mathématiques dans les sciences. C'est lui qui a fait des mathématiques le langage des sciences. Et il a dit, d'ailleurs dans une formule célèbre,
que la nature était écrite en langage mathématique. Que si nous voulons comprendre ce langage-là, la nature, il faut que nous comprenions, n'est-ce pas, ce langage. C'est pourquoi les mathématiques se retrouvent partout. Je taquine souvent les élèves en leur disant qu'il n'est pas facile de s'échapper des mathématiques. Voilà. Après le bac, si vous ne faites pas les langues ou bien le droit, très souvent, vous risquez de rencontrer sous des formes différentes les mathématiques dans beaucoup de départements. Parce que les mathématiques sont utilisées pratiquement dans tous les domaines de la science comme moyen de validation, comme preuve, comme moyen d'accéder à la preuve. Donc, il faut également une méthode maintenant, c'est-à-dire une démarche qui est claire, n'est-ce pas, acceptée par les membres de cette science-là, pour qu'on puisse parler de science. Et cette méthode-là ne peut pas faire fi de l'expérimentation, principalement pour les sciences expérimentales, mais pour les sciences formelles, n'est-ce pas, elle va se focaliser sur les démonstrations, le raisonnement, principalement. Nous y reviendrons dans les épistémologies régionales, parce que chaque domaine scientifique a une méthode qui lui est particulière. Voilà. C'est pourquoi la méthode, c'est la démarche générale. Le chemin, une méthode vient de odos, qui signifie chemin. Chaque science a un chemin qui lui permet de parvenir à ses résultats. Mais les résultats doivent être en conformité, en adéquation, en cohérence avec son objet. Pourquoi il y a une année, c'est cette partie de cette leçon qui a été donnée au bac, le sujet porté sur la spécificité de la pensée scientifique. On voulait que les candidats montrent en quoi la science a un objet qui lui est propre, a une méthode qui lui est propre, mais également que ses résultats sont en cohérence avec les principes de départ. Donc, Galilée est considéré radicalement comme ayant rompu ce lien qui existait entre la pensée scientifique et la pensée philosophique. On a vu aussi ce qui lui a valu en termes de problèmes, surtout concernant la religion, et quand il a voulu introduire toutes ces innovations. Donc, c'est pourquoi ici, dans cette partie-là, la science, dans son principe, nous commençons par voir maintenant qu'est-ce qu'une science. Pour qu'il y ait science, il faut un objet, il faut une méthode, il faut des résultats, et que la pensée scientifique doit prendre ses distances avec des mythes, avec des croyances. On ne fait pas de la science avec la religion. C'est pourquoi je dis très souvent que la science est athée par définition. Pas le scientifique. Je ne dis pas le scientifique, celui qui fait la science. Mais la science elle-même est athée. Parce qu'on ne peut pas faire la science en se basant sur aucune croyance religieuse, fût-elle islamique, chrétienne ou juive. En science, les croyances ne comptent pas. Maintenant, celui qui fait la science dans sa vie privée, hors de la science, peut avoir sa foi. Mais quand il travaille dans le domaine scientifique, il met de côté ses croyances. C'est une problématique sur laquelle d'ailleurs ce grand généticien Jacques Monod est revenu dans son ouvrage Le hasard et la nécessité, qui est un livre que tout élève de terminale devrait lire, où il pose justement cette problématique en biologie. Quand est-ce qu'on ne peut plus parler de biologistes réellement? C'est quand on introduit la problématique de la finalité telle que posée par les religions dans le domaine de la science, en l'occurrence dans son domaine de la biologie. Voilà. C'est pourquoi cette définition-là de la langue est souvent celle qui est donnée aux élèves. Bien entendu, elle n'est pas la seule définition, elle n'est pas du tout non plus la meilleure définition, mais c'est une définition qui est assez intéressante, assez exhaustive également pour nous dire finalement qu'est-ce que la science. Et là,
nous en sommes au petit 2, la science dans son principe. C'est quoi la science? Donc un élève qui a un sujet sur la science peut ne pas se fatiguer, n'est-ce pas? Peut ne pas être fatigué s'il avait appris, mémorisé ces définitions de la langue. Et il pourra être précis en disant que l'effaceur, il pourrait être précis en disant que, voilà, merci. Dans son vocabulaire technique et critique de la philosophie, voilà. Et il souligne, voilà le dictionnaire dans lequel cette définition a été tirée, et l'auteur c'est André Lalande. Donc l'élève peut dire, dans son vocabulaire technique et critique de la philosophie, André Lalande définit la science comme un ensemble de connaissances, très important, et de recherche. Ça c'est très important de le souligner. La science, ce n'est pas seulement des connaissances. On n'est pas scientifique parce que forcément on a des connaissances. Les chercheurs sont également des scientifiques. C'est pourquoi il dit un ensemble de connaissances et de recherche. Maintenant, n'importe quelle connaissance, n'importe quelle recherche ne constitue pas de la science. C'est pourquoi il ajoute un ensemble de connaissances et de recherche ayant un degré suffisant d'unité et de généralité. Parce que quand on parle de théorie, c'est un ensemble qui forme un tout. Il faut une unité. Généralité, on ne peut pas faire une science sur un seul élément. Aristote l'avait dit dès l'Antiquité, il n'y a de science que du général. Voilà. La science est forcément un savoir général, c'est-à-dire qu'il porte sur un ensemble d'éléments, sur un ensemble de facteurs. Mais on ne peut pas faire valoir un savoir uniquement sur un phénomène déterminé. Voilà. Même si c'est un phénomène, ce phénomène a des différences qui font qu'il y a de la généralité quelque part dans l'étude de ce phénomène. Donc, un ensemble de connaissances de recherche ayant un degré suffisant d'unité et de généralité est susceptible, ici, capable d'amener les hommes qui s'y consacrent à des conclusions concordantes. Ceux qui font une science, les mathématiciens, les physiciens, les chimistes, doivent parvenir à des conclusions concordantes, c'est-à-dire qui mènent au même résultat. Quoi, je dis très souvent aux élèves également, que quand vous faites un devoir de philosophie, si vous donnez tous le même résultat, c'est très grave. Parce qu'on attend le contraire. Chaque élève doit donner son résultat, en principe. Alors qu'en science, si on vous donne un exercice de mathématiques, quel que soit le chemin entrepris, il faut parvenir au même résultat. Il faut de la concordance. Concorder, c'est aller vers le même point. Maintenant, tous les chemins mènent à Rome. On peut prendre des chemins différents pour arriver au même résultat. Mais il faut qu'il y ait ce même résultat. Sinon, on ne peut plus parler de science. C'est pourquoi, si nous rappelions la comparaison entre la philosophie et la science, nous allions dire que la philosophie se caractérise par la divergence, alors que la science se caractérise par la convergence. Sur le principe. Maintenant,
nous verrons avec les épistémologies modernes, notamment avec les Karl Popper et les Thomas Kuhn, que ces convergences-là en sciences ne sont pas aussi totales qu'on le pense. Voilà. Il y a ce débat célèbre en physique relativiste entre Albert Einstein et Niels Bohr, n'est-ce pas? On parle de cette querelle entre les déterministes et les indéterministes, entre les physiciens quantiques et les physiciens, n'est-ce pas, relativistes de la trempe de Albert Einstein. Donc on verra que, mais ça c'est un peu plus loin, comment même en sciences maintenant, cette convergence dont on parle, cette unité dont on parle, cet accord dont on parle n'est pas toujours le cas. Il y a des théories scientifiques qui sont en rivalité les unes avec les autres et ça ne les empêche pas pour autant d'être de vraies sciences. Mais pour le moment, pour ne rien compliquer, l'élève doit retenir qu'en principe, en tout cas jusqu'au XXe siècle, quand on parlait de la science, il faut qu'il y ait un ensemble de connaissances et de recherches qui remplissent les conditions de généralité et d'unité, qui parviennent à des conclusions, des résultats concordants. Et ces résultats-là ne doivent pas être liés à des conventions arbitraires, c'est-à-dire des accords qui ne reposent pas sur la vérité. Arbitraire, ce qui est arbitraire, c'est ce qui ne repose pas sur la justice, sur une norme. Vous voyez? Ni des goûts ou des intérêts individuels. Tout ce qui est subjectivité, tout ce qui est personnel doit être mis de côté. C'est pourquoi on considère que la science est un nous, ce n'est pas un je. En philosophie, on peut dire je pense, mais en science, on dit nous pensons. Parce que la pensée que vous développez ne peut pas être valable uniquement pour vous. Pourquoi? C'est dans ce cas qu'on considère que la philosophie est caractérisée par la subjectivité, alors que la science est caractérisée au contraire par l'objectivité. Même si dans toute objectivité, il y a une dose de subjectivité. C'est pourquoi il y a une année, il y a eu un sujet qui parlait de la subjectivité dans le domaine de la science. Voilà. Sur ça, peut-être nous aurons l'occasion de revenir. Mais globalement parlant, quand nous parlons de science, on met de côté, autant que faire se peut, le côté subjectif. L'homme de science, c'est quelqu'un qui se bat contre lui-même pour que rien de ce qui vient de lui, personnellement, n'interfère dans sa théorie, dans l'explication qu'il donne. Et c'est très important. C'est très, très important. C'est une volonté, c'est un combat qu'il doit mener, sinon sa théorie risque d'être faussée. Pourquoi on dit que la science est un nous, alors que la philosophie est un je? N'est-ce pas? En science, on pose la question comment plus spécialement, alors que le philosophe s'intéresse plus à la question du pourquoi. Voilà, etc. etc. Voilà. Donc, tout ce qui est convention, accord qui ne repose sur rien doivent être mis de côté. Les goûts, les intérêts de la subjectivité également doivent être mis de côté. Et si tout ça s'est mis de côté, il faut maintenant des relations objectives. C'est quoi l'objectivité? Ça aussi c'est un concept sur lequel nous devons nous arrêter parce que les élèves doivent pouvoir définir ce qu'on appelle l'objectivité. Parce que la langue nous dit que si on met de côté les accords qui ne reposent sur rien, la subjectivité, les relations objectives. C'est pas? Et la définition que l'on donne de l'objectivité, qui n'est pas la seule définition, consiste à dire que l'objectivité, n'est-ce pas, n'est rien d'autre qu'un jugement. Donc on atteint l'objectivité quand un jugement est en conformité, en adéquation avec
juger. Dans objectivité, nous avons le mot objet. En science, ce qui arbitre, c'est l'objet. Pourquoi ces divergences que nous avons en philosophie n'existent pas en principe, encore une fois, en science. Parce que quels que soient les avis des différents scientifiques, ils doivent parvenir au même résultat. Et qu'est-ce qui va leur permettre de parvenir au même résultat? C'est l'objet. Comment? Parce que quand l'homme de science est là, donc ici on a le sujet qui réfléchit. Il y a ici un objet sur lequel il réfléchit. Donc il y a un sujet, il y a un objet, et ce que dit le sujet sur l'objet, c'est ce qu'on appelle un jugement. Le jugement peut être vrai ou peut être faux. Dans le cas où il est vrai, c'est parce que le jugement est objectif. Si c'est faux, c'est parce qu'il n'est pas objectif. J'évite de mettre subjectif, parce que si je mettais subjectif en rapport avec la fausseté, c'est comme qui dirait que donc la philosophie est fausse. Alors que la subjectivité dont on parle en science, n'est-ce pas, ici, qu'on veut comparer avec l'objectivité, ce n'est pas forcément la fausseté. On veut seulement dire que quand quelque chose est objectif, c'est en conformité avec l'objet. Je dis que l'eau bout à 100 degrés. L'eau est mon objet d'étude. Si on fait bouillir de l'eau, on met un thermomètre, ça donne 100. On pourra dire que ce que j'ai dit est objectif. On parle d'objectivité s'il y a accord entre ce qui est dit et ce sur quoi on le dit. C'est ça qui permettra d'avoir des preuves. Pourquoi l'homme de science, comme le dit Galilée, a besoin de faire des expériences. Chacun est libre de dire l'eau bout à 80 degrés, l'autre 70 degrés, d'autres 100. Mais Galilée nous dit, pour savoir qui a raison, expérimente. On fait bouillir de l'eau. L'eau est là, c'est un phénomène. On met un thermomètre. Si on trouve 100, ceux qui avaient dit 80, 70 vont abandonner leur opinion et venir rejoindre celui qui a dit ça. C'est ça qui explique ces deux qualités qu'on a dans le domaine scientifique, l'unanimité, on y reviendra tout à l'heure, l'unanimité et l'universalité des vérités scientifiques. Unanimité, c'est quoi? C'est l'accord des esprits compétents. Et si on pose une vérité mathématique, que les mathématiciens, c'est pour on parle d'esprit compétent, parce que d'habitude, quand on parle d'unanimité, on dit que c'est quand tout le monde est d'accord. Non. En philosophie, on cherche à être plus précis en disant les esprits compétents, c'est-à-dire ceux qui savent quelque chose de ce domaine-là, ceux qui sont experts dans ce domaine-là, ceux qui sont connaisseurs de ce domaine-là, sont d'accord sur la validité de ce résultat. L'universalité, il faut également que cette vérité soit valable partout. Une vérité scientifique ne peut pas être valable au Sénégal, fausse en Chine. Voilà. C'est pourquoi la science n'est pas localement déterminée. La science transcende les cultures. N'est-ce pas? La science est une chose qui n'est pas liée directement à la géographie, à la culture, à un milieu. C'est ce qui explique que si je suis mathématicien ici, biologiste ici, je peux bien aller au Norvège travailler avec leur langue.
Je peux faire des mathématiques avec l'arabe. C'est seulement le médium qui va changer. Mais les contenus sont universels. Il y a une seule science. Il n'y a pas plusieurs sciences. Voilà. C'est pourquoi André Lalande nous dit, en science, il faut des relations objectives. Ce qu'on dit doit être conforme à ce sur quoi on dit. Et que l'on découvre graduellement par des méthodes de vérification. Voilà. En science, il faut des vérifications. S'il n'y a pas de vérification, on ne saura pas qui a raison, qui a tort. Ok? C'est pourquoi on considère que les éléments qui font la science, une théorie scientifique, sont les suivants. Si on se base sur cette définition de Lalande, le premier élément, c'est la raison, la rationalité. Une pensée scientifique doit être rationnelle. Et ça, la science le partage avec la philosophie. Pour cette raison, je dis aux élèves, si on vous donne un sujet sur la raison, ne limitez pas le sujet à la philosophie. C'est comme quand on vous donne un sujet sur la foi, ne limitez pas la foi à la religion. Parce que dans le mythe aussi, il est question de foi. Dans la magie, etc., etc. Donc ici aussi, la science partage avec la philosophie la rationalité. Une pensée scientifique doit être rationnelle. On ne fait pas de la science avec sa foi. Encore une fois, je l'ai dit, la science est athée par définition. Tout ce qui n'est pas rationnel n'est pas scientifique. Ça ne signifie pas que c'est faux, encore une fois. Mais on ne peut pas comptabiliser cela comme étant de la science. Premier élément. Deuxième élément, il faut la logique. Une pensée scientifique doit être logique. La cohérence. On ne peut pas être dans une théorie scientifique et se contredire à l'intérieur. Il doit y avoir une cohérence entre les résultats et les principes posés au départ. Pourquoi la cohérence et la logique sont des qualités foncières d'une théorie scientifique. Il faut également l'expérimentation, notamment en ce qui concerne les sciences expérimentales. Il y a des sciences que l'on appelle expérimentales, que nous verrons dans le grand 3, qui également, pour être pratiquées, se basent forcément sur l'expérimentation. N'est-ce pas? Il faut, je l'ai dit également, la démonstration. En science, on a besoin de démontrer ce que l'on dit. La démonstration, c'est ce qui permet d'établir une vérité scientifique qui peut être reprise par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, si nous rappelons toujours cette différenciation entre philosophie et science, je peux appliquer le théorème de Pythagore sans connaître qui est Pythagore. Si je comprends bien la démonstration qui l'a amené à ça. Mais si je dois comprendre la philosophie de Pythagore, là j'ai besoin de savoir qui est Pythagore. Parce que la philosophie est une réflexion subjective. Donc la vie de Pythagore nous éclaire beaucoup sur son mode de pensée. On ne peut pas comprendre exhaustivement
totalement, de manière satisfaisante la pensée de Descartes si nous ne visitons pas quelque part sa biographie. Parce que sa philosophie est en rapport direct avec sa biographie. Or, les équations cartésiennes, je peux les utiliser sans pour autant connaître qui est Descartes. Ça, c'est très important de le retenir. Je peux appliquer les mathématiques de Descartes, parce que Descartes c'est un scientifique aussi, il a une double casquette, sans connaître qui est Descartes. Ce qu'il a découvert en optique, dans le domaine de l'optique, je peux l'utiliser sans savoir qui était Descartes. Mais si je veux connaître la philosophie de Descartes, là je suis obligé de m'intéresser à sa vie. La preuve, dans le discours de la méthode, le premier livre est consacré, et même presque pratiquement tout le livre, à sa vie, pour montrer les connexions qu'il y a entre sa vie et ce qu'il a établi en philosophie. Donc, la démonstration est importante, n'est-ce pas? Il faut également l'unanimité. Je l'ai dit tout à l'heure. L'unanimité, c'est l'accord des esprits compétents. Ceux qui sont experts, ceux qui sont dans ce domaine, doivent s'accorder sur les choses. Mais un scientifique ne peut pas trouver tel résultat, un autre trouver un résultat diamétralement opposé et que ça ne pose aucun problème. Non. En science, les scientifiques, quelle que soit leur divergence, doivent parvenir au même résultat s'ils étudient les mêmes choses, avec les mêmes critères, les mêmes conditions. L'universalité également, j'en ai parlé tout à l'heure, une pensée scientifique doit être également valable partout. Une pensée scientifique ne peut pas être limitée à une zone, à un lieu, et si vous sortez de cette zone-là, de ce lieu, elle n'est plus valable. Pour l'essentiel, il y a d'autres critères qu'on pourrait ajouter, mais pour l'essentiel, si une théorie remplit ces conditions-là, on peut parler en ce moment-là de théorie scientifique. C'est très important de les retenir. Il faudra peut-être y ajouter maintenant la nécessité d'avoir un objet, une méthode, n'est-ce pas, et résultats conformes, n'est-ce pas, aux principes posés au départ. Voilà ce que nous pouvions dire sur la définition de la science en tant que telle. Et comme je l'ai dit, cette définition de la science n'est pas la définition de l'épistémologie. La leçon est intitulée épistémologie. Nous avons défini l'épistémologie au départ, mais au moment où nous parlons, nous en sommes à la définition de la science et on voit nettement que la définition de la science n'épouse pas la définition de l'épistémologie. La répétition est pédagogique. L'épistémologie est une réflexion critique sur la science, alors que la science, comme le dit Lalande, est un ensemble de connaissances et de recherches qui obéissent à des critères qui lui sont propres. Voilà. Maintenant, si nous réglons cette question, nous pouvons aborder cet aspect très important de la leçon sur l'épistémologie, ce qu'on appelle les obstacles épistémologiques. Et quand on parle des obstacles épistémologiques, il faut tout de suite penser à ce grand philosophe, épistémologue français, Gaston Bachelard. On parle de rupture épistémologique, d'obstacles épistémologiques. Et Bachelard est du XXe siècle. Voilà. Entre 19 et 20e siècle. N'est-ce pas? Et le livre de Bachelard, il a écrit beaucoup de livres, parce qu'il n'est pas d'ailleurs seulement épistémologue, il est également littéraire, parce qu'il a écrit également des livres qui ne sont pas forcément des livres de science. Et le livre qui nous intéresse de Bachelard, c'est la formation de l'esprit scientifique.
compréhension de l'esprit scientifique. Qui, en temps normal, devrait être lu par tout élève de terminale, que ce soit en L ou bien en S, parce que c'est un livre extrêmement riche. Parce que dans la formation de l'esprit scientifique, Bachelard nous dit non seulement qu'est-ce que la science, mais nous dit également comment évolue la science. Et quels peuvent être les obstacles auxquels une pensée scientifique peut être confrontée au point de ne pas parvenir à ses résultats. Comme le titre l'indique, la formation de l'esprit scientifique. À partir de quand? Comment parvient-on à avoir un esprit scientifique? Rappelons qu'on a déjà parlé, c'est pourquoi une leçon n'est jamais complète. Nous avions parlé précédemment d'Auguste Comte dans la leçon précédente. D'ailleurs, Bachelard lui-même le cite, Auguste Comte et René Descartes. Parce que Bachelard va dire que les deux ont déjà déterminé ce qu'il appelle les obstacles épistémologiques externes. Et lui, Gaston Bachelard, son innovation, n'est-ce pas, principale, ce sont les obstacles épistémologiques internes. C'est quoi un obstacle épistémologique? D'après Bachelard, c'est une entrave, un obstacle qui bloque l'homme de science et qui l'empêche à avancer dans sa recherche. Pour faire simple, je répète, un obstacle épistémologique, c'est une entrave à la démarche scientifique. Ce qui bloque consciemment ou inconsciemment un homme de science et l'empêche de parvenir à un résultat probant. C'est pourquoi Bachelard dit: je ne suis pas le premier à parler des obstacles épistémologiques. Déjà avant moi, Descartes au XVIIe siècle en avait parlé. Auguste Comte au XIXe siècle en a parlé. Concernant Auguste Comte, nous l'avions dit, c'est quand nous avions parlé principalement de sa loi sur les trois États, la loi des trois États. Qu'est-ce que Auguste Comte appelle la loi des trois États? Cette loi-là qui explique comment évolue un esprit non scientifique vers un esprit scientifique. Dans la leçon, dans l'une des leçons faites ici même, j'avais montré que chez Auguste Comte, il y a trois phases. Nous n'avons pas encore un esprit scientifique. C'est pourquoi Gaston Bachelard, on ne peut pas le dire de Gaston Bachelard, mais on peut le dire d'Auguste Comte. Auguste Comte est un scientiste. Parce que il va finir. C'est quoi un scientiste? C'est quelqu'un qui ne croit qu'à la science, qui considère que seule la science est en mesure et apte à répondre correctement aux questions que l'on se pose. C'est pourquoi il faut faire la distinction entre un scientiste et un scientifique.
entre la science et le scientisme. Le scientisme est un radicalisme. Le scientisme est un radicalisme, alors que la science, c'est une pratique, c'est une théorie seulement. Autrement dit, on peut être un scientifique sans pour autant être un scientiste. On peut faire de la science sans tomber dans le scientisme. Mais comme on va le voir, Auguste Comte, lui, considère qu'il n'y a que la science qui est en mesure de produire des connaissances vérifiables qui peuvent nous permettre de parvenir à des lois prouvables. C'est pourquoi il considère qu'il est presque normal au départ d'avoir un esprit théologique. C'est pourquoi il considère que c'est l'enfance de l'esprit. C'est pourquoi je rappelle souvent que cet esprit ne nous a pas totalement quittés, parce que jusqu'à présent, même pour cette maladie-là, du COVID-19, il y en a qui parlent de malédiction, de punition, et ça c'est théologique. Auguste Comte aurait dit que celui qui explique cette maladie de cette manière-là a un esprit théologique, parce qu'il cherche à expliquer un phénomène qui est là par un être surnaturel. C'est pourquoi dans nos pays qui ne sont pas totalement entrés dans la modernité, même dans les pays modernes, l'esprit théologique n'a pas totalement disparu. Mais, Auguste Comte nous dit, celui qui veut aller vers l'esprit scientifique doit dépasser ce premier niveau. Et s'il dépasse ce premier niveau, il en arrive à l'esprit métaphysique. Quelle est la différence entre les deux? C'est que dans l'esprit théologique, on fait référence à des êtres surnaturels, alors qu'ici, dans l'esprit métaphysique, on fait référence à des concepts, à des abstractions. Exemple, on peut prendre l'idée chez Platon, c'est une abstraction. Leidos, lisez le mot grec. Donc, l'individu qui a l'esprit métaphysique ne parle plus de Dieu des dieux, mais utilise des concepts. Il y a une différence quand même entre le concept et le mot. Utilise des concepts, des abstractions pour essayer de rendre compte de ce qui se passe. Mais ce qu'on dit, le résultat est le même. Nous restons toujours dans l'abstraction, dans l'impossibilité de vérifier ce que nous disons. C'est pourquoi, autant il faut dépasser l'esprit théologique, autant il faut dépasser l'esprit métaphysique. C'est pourquoi dans la leçon sur la métaphysique, Auguste Comte fait partie de ceux qui ont critiqué la métaphysique, des adversaires de la métaphysique, parce qu'ils considèrent que la métaphysique est une pensée à dépasser. Pour parvenir au dernier état, n'est-ce pas, l'état positif, n'est-ce pas, qui correspond à l'esprit scientifique. Ici, positif n'est pas le contraire de négatif. Ici, c'est pourquoi la doctrine d'Auguste Comte, on l'appelle le positivisme, justement. Le positivisme. Ça vient de positif. Ce qui est positif, c'est un fait. Un fait, un phénomène sur lequel il est possible de faire une expérience. Si nous empruntons à Kant sa définition du phénomène. N'est-ce pas? Donc, le positivisme est une doctrine selon laquelle seuls les phénomènes sont en mesure de nous donner des connaissances apodictiques, des connaissances prouvées, des connaissances certaines. Pourquoi? Auguste Comte est considéré comme le père du positivisme. Pour cette raison-là. Parce que pour lui, pour que quelqu'un ait un esprit scientifique, c'est-à-dire explique les choses, c'est ça un esprit scientifique, quelqu'un qui n'explique plus les choses de manière métaphysique, qui n'explique plus les choses de manière surnaturelle, mais à une démarche scientifique, celui-là doit atteindre le troisième état, qui est l'état suprême.
c'est le sommet de la pyramide. N'est-ce pas? Si nous dessinions une pyramide, à la base, on mettrait l'esprit théologique, au milieu, l'esprit métaphysique et au sommet, l'esprit positif. Et c'est l'esprit positif qui correspond à la science. C'est pourquoi Gaston Bachelard dit, en considérant l'esprit théologique et l'esprit métaphysique d'Auguste Comte, on peut parler déjà d'obstacles épistémologiques externes. Descartes, la même chose, parce que Descartes nous dit également la raison traîne des infirmités, parce que la raison est une faculté qui n'est pas parfaite. Elle est limitée, parce que nous sommes des êtres imparfaits. C'est pourquoi d'ailleurs, la preuve, nous avons besoin de l'existence de Dieu pour valider même nos vérités mathématiques. Descartes l'a dit et redit, un athée ne devrait pas être un bon mathématicien. Parce qu'on a beau dire 2 plus 2 égale à 4, cela a beau être apparemment clair, mais rien ne nous dit que dans un autre monde, avec des êtres différents de nous, que Dieu aurait créé, 2 plus 2 ne ferait pas 5, d'après leur cerveau, en fonction du cerveau qui leur a été fabriqué. Mais si Dieu existe, cela n'est plus possible. Parce que si Dieu nous fait, en nous faisant voir clairement que 2 plus 2 égale à 4, il ne peut pas faire d'autres êtres ailleurs où 2 et 2 feraient 5, parce que s'il le faisait, il nous tromperait. Et un Dieu qui trompe a un défaut, et un Dieu ne peut pas avoir un défaut. En tout cas, pour les religions monothéistes. C'est pourquoi Descartes dit, si Dieu existe, il va garantir, n'est-ce pas, ce que nous concevons clairement et distinctement comme étant vrai. Mais, Descartes dit, nous avons la preuve de notre imperfection parce que nous sommes des êtres qui doutons. Le fait de douter est une preuve de notre imperfection. Donc, nous ne pouvons pas tout de suite et immédiatement connaître tout, avoir toutes les réponses à toutes nos questions.